10 heures, nous pouvons commencer. Et c'est donc la dernière conférence de ce cycle intitulé Vivre entre les langues. Je suis heureux de vous accueillir pour cette... Il devait y en avoir 8, il n'y en a eu que 7, puisque Daniel Salna n'a pas donné sa conférence. J'espère toujours qu'elle l'enregistrera, mais je n'en suis pas sûr. Et notre dernier orateur aujourd'hui est Maurizio Serra. Alors, je disais la semaine dernière qu'à l'Académie française, il y avait un certain nombre de confrères et de consoeurs dont la langue maternelle n'était pas la langue française. Et bien sûr, heureusement qu'il y avait encore une séance aujourd'hui, parce que j'ai fait une affreuse gaffe la semaine dernière. J'ai mentionné parmi les confrères et consoeurs dont la langue française n'était pas la langue maternelle, j'ai mentionné Andrei Makin, j'ai mentionné Michael Edwards, j'ai mentionné... La mémoire me fait défaut maintenant. J'ai mentionné Amine Malouf qui parlait, et j'ai oublié François Chêne. Et j'en suis désolé, c'est que je faisais le tour de notre petite salle des séances et je voyais qu'il était là, et François Chêne, malheureusement, ne vient plus beaucoup. Et c'est ça qui explique mon malencontreux oubli. Mais quand j'ai été élu, il y avait aussi Mario Vargas Llosa. Donc il y a eu, jusqu'à un moment, 6 membres, 6 fauteuils occupés par des écrivains dont la langue maternelle n'était pas le français, ce qui est un beau chiffre, me semble-t-il. Alors, Maurizio Serra, il est italien, mais il est né à Londres et il a été largement élevé en français, puisqu'il est passé par le lycée Chateaubriand à Rome. Donc, c'est ça qui l'a formé. Il est encore plus français que moi. Il n'a pas fait une partie de mes études secondaires en France. Il a suivi une longue carrière donc, de diplomate dans de nombreux pays, à Londres, à Berlin, à Moscou, et assez longuement à Paris, puisqu'il a été ambassadeur à l'UNESCO, ambassadeur de l'Italie à l'UNESCO, avant de rejoindre Genève. Il a écrit de nombreux ouvrages, à la fois en italien et en français. C'est un sujet qu'il abordera tout à l'heure. Et je veux dire que presque tous ces ouvrages sont concentrés sur la période qui va de la Première à la Seconde Guerre mondiale, notamment sur des écrivains. Il y a un livre qui est bien connu sur Drieux-La Rochelle, Aragon et Malraux, les écrivains des années 30, mais les écrivains italiens, Malaparte, D'Annunzio, Svevo, et je voudrais citer son dernier gros et grand livre sur Munich, publié en 2024. Alors il a un sujet ou un titre tout à fait intéressant, puisqu'il voudrait se demander si un écrivain plurilingue, comme lui, est un meilleur écrivain. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais vous rappeler que vous pouvez écouter tout le cycle des conférences sur le site de l'Institut, et on a ajouté pour aujourd'hui l'adresse et même le QR code. QR code, il suffit que vous cliquiez donc sur ce QR code pour écouter ces 7 brillantes conférences que nous vous avons données. Et avant de lui donner la parole, je précise qu'il acceptera de répondre à des questions et que, comme la plupart du temps, il y aura la possibilité de faire dédicacer un livre en liaison avec la librairie de l'Institut qui viendra s'installer à la table. Donc, à toi la parole pour nous parler de la
qualité des écrivains plurilingues de défense et d'illustration. Merci, mesdames et messieurs, de votre présence. Merci Antoine Compagnon. Merci à ce très beau cycle de rencontres. La parole conférence me fait un peu peur, mais voilà. Et j'inscris tout d'abord le nom de Madeleine de Souza au début de cette conversation et vous verrez par la suite, si vous résistez jusqu'à la fin, pourquoi je le fais. Le 24 juin 1950, André Gide prononçait à l'Institut français de Naples sa dernière conférence, en tout cas hors de France, 8 mois avant de quitter une vie bien remplie de sagesse et d'audace. C'est un texte d'une grande tenue, étonnamment actuel, que nous ne pouvons lire ni relire sans émotion. L'humanisme était alors menacé par les séquelles d'un conflit meurtrier à l'aube d'une nouvelle confrontation entre l'Est et l'Ouest. Est-il moins menacé aujourd'hui? Je me le demande et vous le demandez. De cette guerre civile européenne qui avait ravagé la planète et qui en fait débuta dans l'affreuse et pointe inévitable boucherie de 14-18, de cette, et je cite, lutte fratricide et des blessures de l'adversaire, c'est nous-mêmes qui en souffrons. Quel que soit le vainqueur, l'on en sort tous appauvris. Déclarait l'orateur avec une clairvoyance et une générosité qui n'était pas, hélas, partagée par tous les gouvernants de son temps, et encore moins, dirait-on, d'une autre. Du haut de son autorité et de son prestige, Gide, au soir de sa vie, mettait l'accent sur notre civilisation occidentale, notre culture commune. Elle n'était, à ses yeux, le résultat d'aucune entreprise hégémonique, mais le fruit d'une longue, vaste et profonde sédimentation spirituelle. En effet, l'art et la pensée ne sont pas venus à l'Occident par des conquêtes sanglantes, des génocides, des famines et des épidémies qui pourtant ont failli conduire à l'extinction de la vie sur notre planète. Au contraire, l'art et la pensée sont issus de la multiplicité, de la complexité, de la superposition des racines, de nos sensibilités, de nos moyens d'expression. Selon le livre de la Genèse 11:9, toute la terre possédait une seule langue et les mêmes mots. Mais les hommes, grisés par la soif d'omnipotence, voulurent bâtir une ville dans la plaine de Chiar, en Mésopotamie, sur les rives du fleuve Euphrate, ainsi qu'une tour qui pût atteindre le ciel. Alors Dieu, pour les punir de leur orgueil et de leur cécité, dispersa les hommes et confondit leur langue. Le mythe ou apologue biblique a connu une immense diffusion théologique, littéraire, iconographique et demeure une mise en garde contre les séductions et les périls de la déraison. L'auteur qui est allé probablement le plus loin dans cette perception visionnaire est John Milton, qui vécut au XVIIe siècle dans une ère de troubles et de guerre civile, généralement considéré comme le plus grand poète anglais après Shakespeare. Dans le 12e et dernier livre de son chef-d'œuvre,
Le paradis perdu, 1667, revu en 1674, Milton évoque Nimrod, le souverain de Shinar, qui a osé défier Dieu en érigeant la tour sacrilège auquel un autre Anglais, le compositeur Edward Elgar, dédiera au XXe siècle un portrait en musique. Pour Milton, républicain, partisan plus tard déçu par Cromwell, adversaire de l'absolutisme de la maison des Stuart, Nimrod anticipe Charles Ier, le seul souverain mis à mort en 1649 au cours de l'histoire de l'Angleterre. L'archange Michel, qui résume l'histoire de la création de l'homme depuis Adam, en dresse un raccourci puissant que je vous propose ici dans la traduction en prose un peu libre de Chateaubriand. Avec des briques et avec cette matière, ces hommes se préparent à bâtir une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre le ciel et leur faire un nom, de peur que dispersés dans les terres étrangères, leur mémoire ne soit perdue, sans se soucier que leur renommée soit bonne ou mauvaise. Mais Dieu, qui, sans être vu, descend souvent pour visiter les hommes et qui se promène dans leur habitation afin de visiter leurs œuvres, vint en bas considérer leur cité avant que la tour offusquât les tours du ciel. Par dérision, il met sur leur langue un esprit de variété pour effacer tout à fait le langage naturel et pour semer à sa place un bruit discordant de mots inconnus. Aussitôt, un hideux babil se produit parmi les architectes. Ils s'appellent les uns les autres sans s'entendre, jusqu'à ce que, enroués et tout en fureur comme étant bafoués, ils se battent. Une grande risée fut dans le ciel en voyant le tumulte étrange et en entendant la rumeur. Ainsi, la ridicule bâtisse fut abandonnée et l'ouvrage nommé Confusion. Et donc, mesdames et messieurs, du point de vue de l'écriture, n'est-ce pas à Babel et par l'écroulement de la tour et la confusion qui en jaillit, pandemonium dans l'original anglais, terme renforcé par l'onomatopée, que la liberté commence? La diversité n'a-t-elle pas enrichi nos littératures au pluriel bien plus qu'une uniformité postiche? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit l'évangile de Saint Jean 14:2. Et donc, il y a plusieurs langues également. Aussi, le moyen écrivain laïque qui vous parle ce soir, incapable de croire à toute existence personnelle au-delà de celle qui nous est si brièvement donnée sur Terre, a-t-il été profondément touché par l'interrogation que sa sainteté Léon XIV a voulu inscrire au début de sa première lettre encyclique, Magnifica Humanitas. La magnifique humanité créée par Dieu se trouve aujourd'hui face à un choix décisif, ériger une nouvelle tour de Babel ou bâtir la cité de Dieu et l'humanité, où Dieu et l'humanité habitent ensemble. L'acte de création littéraire, comme celui de l'amour, avec lequel on peut légitimement le confondre, n'a de valeur qu'individuelle, quelle que soit la langue dont il se sert. Michel de Montaigne choisit de rédiger en italien la partie principale de son journal de voyage en Italie, 1580-81. Je quitte ce langage étranger duquel je me sors bien facilement
mais bien mal assurément, écrira-t-il à son retour. Preuve de la modestie des grands, car son style toscan est impeccable, sans le moindre gallicisme. Inversement, Carlo Goldoni, le Molière italien selon la plaque qui l'honore dans une rue de Paris, rédigea en français de très vivaces mémoires, 1784-1787, qui ne départent pas à côté de ceux bien plus connus de l'autre célèbre rejeton de Venise que fut Casanova. Goldoni, nommé à la tête du théâtre des Italiens, écrivit sa première pièce en français, Le bourru bienfaisant, en 1770, à l'occasion des noces du futur Louis XIV et de Marie-Antoinette d'Habsbourg-Lorraine. Il avait alors plus de 60 ans. Anecdote révélatrice. À Jean-Jacques Rousseau en personne, qui lui lançait « On ne commence pas, à votre âge, à écrire et à composer dans une langue étrangère », Goldoni, qui avait un sens juste de sa valeur, répondit en toute simplicité « Vos réflexions sont justes, monsieur, mais on peut surmonter les difficultés. » Ce qui fut fait, représenté à la Comédie Française avec un énorme succès, la pièce procura à son auteur la pension royale que Rousseau n'obtiendra jamais. À la place d'une langue universelle, on peut certes en élire une, à laquelle attribuer une valeur dominante. Ce fut longtemps le cas du français, norme par excellence de l'honnête homme et femme, mode d'expression de l'esprit, de l'art de vivre, de la conversation, de la politesse, mais également de la politique, de la diplomatie et de la guerre. Avec ses centaines d'emprunts à d'autres langues, le français domine le monde civilisé. Or, à propos de l'italien, on pourrait penser que c'est le vocabulaire de l'amour qui a le plus fréquemment et profitablement traversé les Alpes d'un côté à l'autre. Et non, détrompez-vous. Il s'agit de celui des armes. Arquebuse, brigade, brigantin, bombe, cartouche, casemate, embuscade, escadron, fantassin, infanterie, redoute, salve, sentinelle, soldatesque. Sans compter les verbes fulminer, oxyre, suppurer, trucider et j'en passe. J'ignorais que mes chers compatriotes fussent à ce point belliqueux, mais c'est où c'était évidemment le cas. Il faudra attendre les traités de la paix de la Grande Guerre, les traités de paix de la Grande Guerre, qui ont d'ailleurs si peu et si mal pacifié le continent, pour que l'anglais ou l'anglo-américain jouxte puis inexorablement prennent la relève du français comme lingua franca des échanges, des affaires, du commerce, des technologies de la communication, en un mot de l'ordre ou du désordre international. Néanmoins, l'Europe n'a jamais écrit exclusivement, ni même principalement en une seule langue, comme à l'ère de la latinité. Admirons aussi un bon poète d'Allemagne qui parle allemand, un castillan qui parle espagnol, un biscayen qui, dans son jargon, me dit de si belles choses. Quand un ouvrage déplaît, ce n'est jamais de la faute de la langue, mais la faute de l'auteur, déclare Don Quichotte à Don Diego dans la 3e partie du grand roman de Cervantes. Et on peut lui croire. L'idée chère aux Lumières d'une république des lettres qui préside sur les destinées humaines et en corrige les errances est par définition pluraliste, car tout écrivain ou écrivaine a le droit et le devoir
de choisir sa langue qui peut leur rester à vie ou varier selon les conditions, les choix ou les contraintes de l'existence. Essayons alors de justifier le titre un peu paradoxal de cette conversation. Non, bien évidemment, un écrivain multi- ou plurilingue ou linguistique qui écrit en plusieurs langues, que ce soit en même temps, à des stades différents de son parcours existentiel ou selon des pans de son œuvre, le roman, la poésie, l'essai, n'est pas un meilleur écrivain du simple fait qu'il montre plusieurs cordes à son arc. Cela pourrait indiquer, au contraire, qu'il n'est nulle part véritablement à l'aise, qu'il n'arrive pas à formuler organiquement ce qui l'envoûte, ni arriver à le transmettre. Il vit ainsi un exil permanent, non pas dans les mots, mais par les mots, et peut-être malgré sa lutte avec les mots. Il en vaut de même pour la traduction littéraire, ce rôle essentiel de passeur entre les cultures, trop souvent négligé. Vaste débat que d'autres consoeurs et confrères ont abordé dans le cadre de ces conférences avec beaucoup plus de compétences que je ne saurais le faire. Le XIXe siècle est un grand moment de ces échanges. Walter Scott traduit Goethe, Goethe traduit Manzoni, et Manzoni traduit Lamennais. Pour ma part, je peux déchiffrer à l'aide d'un dictionnaire le yiddish des frères Singer, le portugais d'Essa de Queiroz, le portugais brésilien de Machado de Assis, mais je ne lirai jamais Tanizaki en japonais, Mahfouz en arabe, Tagore en bengali, Aitmatov en kirghize, Panouk en turc, Seferis en grec moderne, Maraï Endreadi en hongrois, Witkiewicz en polonais, Kadare en albanais, Svietislav Bazara, à mes yeux l'un des plus grands voix de nos jours, en serbo-croate. Et la liste s'allonge au fur et à mesure que mes journées s'abrègent. Or, si je les aime, s'il m'arrive de leur parler le soir dans mon bureau ou la chambre d'hôtel qui m'accueille quelque part en Europe ou dans le monde, n'est-ce pas à parts égales à leur vaillant traducteur que je le dois? Exemple classique, partagé par d'autres, quand j'ai découvert Histoire extraordinaire ou Aventures d'Arthur Gordon Pym en anglais, je me suis rendu compte que la version française de Baudelaire n'était pas de l'Edgar Allan Poe véritable, mais disons de l'Edgar Allan Poe baudelaire. Pourtant, cette traduction, qui au sens propre n'en est pas une, est d'une telle richesse qu'on peut la préférer, dans certains passages au moins, au texte original, et donc traduttore traditore ou traduttore creatore. Je m'arrête là. De tous les artistes, l'écrivain ou l'écrivaine, bien sûr, mais je me limite pour faire court à la première forme, reste le plus difficile à classer. Il, elle, souffre même au fait de ses ressources, de ne pas disposer de l'instrument universel que sont le dessin et le pinceau, la notation musicale ou la règle à l'échelle de l'architecte. Les tentatives qui ont été entreprises en ce sens, dont la plus ambitieuse au XXe siècle, fut sans doute Finnegan's Wake, la veille de Finnegan, 1939, de James Joyce, suprême synthèse verbale du monde créé, selon la modeste définition de l'auteur, n'ont produit qu'un naufrage plus ou moins glorieux. C'est le gouffre de la dernière période de l'écrivain irlandais, où les vocables, parfois les simples voyelles ou consonnes vitrifiées, agglutinées et malaxées en dehors de leur sens, ne s'imposent plus que par leur rendement musical. D'ailleurs, le jeune Joyce souhaitait devenir ténor, ce que prouve
son enregistrement aux tonalités chantantes et si triestines d'un fragment d'Anna Livia Plurabelle dans Finnegan's Wake, inspiré de l'épouse de son grand confrère et mécène Italo Swift. Le récit n'évolue plus selon une progression thématique, comme c'est encore plus ou moins le cas dans Ulysse, mais s'enferme dans la circularité d'un solipsisme, qu'on le lise du début à la fin, ou de la fin au début, ce que j'ai essayé de faire, le résultat ne change pas. Pour Joyce, formé par l'éducation chez les jésuites, qu'il reniera plus tard, le mythe de la tour de Babel gardait une résonance profonde. Il s'agit d'une entreprise sacrificielle qui met la littérature au plus haut et suscite le respect, ce qui ne suffit pas à en faire une œuvre aboutie, ni un exemple à suivre. On a souvent parlé de l'écrivain comme d'un perpétuel apatride de cœur sinon d'identité, dont la création constitue le seul ou en tout cas le principal ancrage au réel, un perpétuel exilé, lequel convoite un ailleurs qui lui échappera toujours, mais qu'il ne peut s'interdire de poursuivre. C'est parfois le produit du chantage que l'histoire exerce sur les destins des êtres en s'abattant de préférence sur les plus vulnérables et démunis, car l'histoire que je m'efforce chaque jour d'étudier peut se révéler à l'occasion d'un maître aussi féroce que les furies antiques. À Berlin, à l'Ouest, au début des années 80, j'avais fait la connaissance d'un écrivain dont j'ignorais encore la stature, Edgar Hilsenrath, que j'ai malheureusement perdu de vue par la suite dans les aléas d'une vie de diplomate. Sous des déors chapliniens, un béret basque toujours vissé au crâne, ce petit homme affable et disert couvait la mémoire atroce de la persécution et des camps de la mort. Né dans la très humaniste ville de Leipzig, au sein d'une famille aisée, il se considérait tout simplement comme un Allemand d'origine juive. La persécution lui révéla tout à coup qu'il n'était plus allemand, mais simplement juif. Émigré en Palestine puis aux États-Unis, il y rédigea ses premiers textes qui n'arrivaient pas à le satisfaire. Des mots et des tournures appris à l'âge adulte ne pouvaient compenser le souvenir charnel de la langue maternelle. Il s'en est expliqué plus tard dans un récit autobiographique au titre explicite qui n'exige pas de traduction, Fuck America. Ce combat intérieur dura de longues années avant le retour à une langue qui n'était pas, qui n'était plus et qui, idéalement, n'avait jamais été celle de ses bourreaux. Le déclic fut provoqué par la remarque d'un gardien SS. « C'est étonnant, tu parles allemand beaucoup mieux que moi, pourtant tu es juif. » L'homme, que j'ai trop peu fréquenté hélas, abritait sa blessure sous le couvert d'une ironie cinglante, attablé auprès de sa très jeune et très belle compagne, qui restera à ses côtés jusqu'à la fin, dans un bistrot berlinois enfumé, vidant verre sur verre de schnapps, apparemment réconcilié avec ses démons intérieurs. Ce ne fut pas le cas de Paul Celan et d'autres qui ne purent survivre à la déchirure entre la langue du bien et celle du mal. Jusqu'où peut aller la fidélité à la langue des origines? Et que représentent véritablement ces origines dans l'itinéraire d'un écrivain? Né polonais et fier de son héritage national et culturel, si noble et tourmenté, Joseph Conrad choisit de devenir non seulement un romancier exclusivement anglais, mais un des grands orfèvres d'une langue qu'il ignorait jusqu'à l'âge de 20 ans. Son collègue et voisin Ford Madox Ford rapporte que,
dans ses fréquentes crises de nerfs, Conrad était incapable de s'exprimer de façon cohérente et ne retrouvait l'apaisement qu'en se parlant à lui-même en polonais. Après quoi, il regagnait son pupitre et reprenait la rédaction de son manuscrit en anglais, là où il l'avait interrompu. Né à Prague, au sein d'une famille de commerçants d'origine juive germanique de l'Empire austro-hongrois, Franz Kafka connaissait parfaitement le tchèque, comme le prouvent les corrections et ajouts apportés de sa main aux premières nouvelles traduites par sa fiancée, Milena Jesenska. Il opta néanmoins pour un allemand pur, comme le cristal de roche, qu'il dépouilla des bohémismes et des localismes, en tournant également le dos au yiddish de son milieu, à la différence de son ami intime Max Brod. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass etwas Böses getan hätte, wurde eines Morgens verhaftet. On avait sûrement calomnié Joseph K., car, sans qu'il n'eût rien fait de mal, il fut arrêté un matin, dans la version d'Alexandre Vialat. Toute l'angoisse de la modernité tient en ces quelques mots. De l'autre côté de l'Empire, sur les douces rives de l'Adriatique, le Triestin Hector Schmitz, issu d'une souche comparable de commerçants juifs, mais cette fois italophones, était également bilingue, à la confluence des deux cultures, comme le prouve son pseudonyme Italo-Svir. Or, il décida dès le début, selon la boutade de son frère séparé, le poète également juif et triestin Umberto Saba, d'écrire mal en italien ce qu'il aurait pu écrire beaucoup mieux en allemand. Svevo aura beaucoup souffert des attaques à sa prose, certes éloignées du toscan classique. Il n'en demeure pas moins que c'est grâce à lui si le premier roman moderne qui ait mis la psychanalyse au centre de la narration, La conscience de Zeno, 1923, fut rédigé en italien et non en allemand, comme on aurait pu s'y attendre. Un dilemme douloureux concerne l'écrivain qui, coupé de ses racines, n'arrive pas à se forger une nouvelle identité dans le pays ou les pays qui l'accueillent, s'il n'est pas reconnu par ses pairs. La philosophe et essayiste espagnole Maria Zambrano, qui vécut 40 ans en exil entre Cuba et l'Europe, pouvait au moins compter sur la solidarité d'amis choisis et quelques tâches d'enseignement, précaires et inférieures à son talent, qui lui permirent néanmoins de sauvegarder son indépendance jusqu'au retour triomphal à la fin de sa vie dans l'Espagne revenue à la démocratie. La langue castillane fut toujours son refuge, même si elle l'écrivait dans d'autres, dont le français, et préserva le noyau essentiel de son inspiration et de sa quête. On en trouve la trace dans un recueil tardif, L'exil comme patrie, suite de maximes et de fragments en vue de l'œuvre majeure qu'elle n'écrira jamais. L'idée de base est que l'exil est le lieu privilégié d'où la patrie se dévoile. Je traduis ainsi ce descubre, plutôt que par l'habituel se découvre ou discerne, pour mieux percer l'intensité érotique et mystique de cet appel inspiré par Saint Jean de la Croix, la grande figure de Maria. Pour elle, l'exil est un rite de passage, un séjour dans les limbes où les mots changent de poids et se chargent de nuances par rapport aux mêmes termes employés dans le contexte rassurant du chez-soi, de la patrie. Jusqu'à cette confession admirable, ces 40 ans d'exil, personne ne pourra me les rendre, ce qui en rend encore plus belle l'absence de rancune.
On en retrouve l'écho dans sa correspondance avec Christina Campo, sa voisine sur le col de l'Aventin à Rome, entre chasses à Languille, couvent sévère, un peu gothique, et le jardin des Orangers, offert à la pleine lune, où j'habitais aussi, et j'habite encore. Je n'ai pas rencontré Maria Zambrano dans mes promenades d'enfants et d'adolescents affamés de tout, mais j'ai croisé parfois Christina Campo, alors totalement inconnue de moi surtout, si belle et intense qu'elle me faisait mal et devait en souffrir encore plus. Car on souffre toujours, n'est-ce pas, de ne pas appartenir au commun des mortels. En revanche, à ce point de notre itinéraire, on pourrait être surpris que je n'ai pas encore évoqué le plus statufié des écrivains plurilingues, multilingues du XXe siècle. Je veux parler bien sûr de Vladimir Vladimirovitch Nabokov, lequel, mis à part quelques textes mineurs en allemand et en français, a jonglé toute sa vie entre le russe et l'anglo-américain avec une virtuosité hors pair. Aucun doute sur son importance et l'influence qu'il exerça et continue d'exercer à travers les générations. On pourrait affirmer qu'il a transformé ses personnages, qui en général agissent peu et se contemplent beaucoup trop, d'êtres de chair en êtres de mots. Cela dit et admis, je ne peux cacher une difficulté d'ordre personnel. Tous les 4 ou 5 ans, je reprends un de ces grands livres, comme L'Espoir ou Le Don, période russe, Feu pâle, Lolita et Ada, version américaine, période américaine. Et j'éprouve le même malaise. À force de nous écraser de citations, figures rhétoriques, barbarismes, onomatopées, métonymie, quiproquos, de tournures empruntées au vocabulaire savant ou à l'argot, utilisant, que sais-je, un terme d'astronomie pour désigner la dose d'héroïne qu'échange de malfrats, il me captive sur l'instant et m'ennuie à la longue, ce qui est le plus grand danger pour un écrivain. Comme Joyce, l'impression qu'il communique reste celle d'un pasticheur de génie, rompu à toutes les témérités d'expression, mais dont le but, dirait-on, est de fourvoyer le lecteur dans ses labyrinthes plutôt que de l'accompagner au long d'un récit qui, dépouillé de ses oripeaux, pourrait tenir en un tiers de sa longueur. Pour ces innombrables admirateurs, c'est bien là que réside le génie de Nabokov, son originalité, sa capacité d'exploiter les moindres nuances et tonalités pour allumer un prodigieux feu d'artifice. Je conviens que cela confère à certaines de ces pages un captivant pouvoir d'évocation, une sensualité glacée, ironique et perverse. J'y perçois néanmoins, comme chez le dernier Joyce, un goût lancinant de la fabrication, qui met le récit, les personnages, les atmosphères au service des mots, et non l'inverse. Peut-être, en somme, qu'un écrivain d'une seule ou plusieurs langues capable d'atteindre ses lecteurs doivent être un peu naïfs, un peu stupides, alors que Joyce et Nabokov ne peuvent éviter d'être trop intelligents et n'arrivent pas à le cacher. J'appartiens moi-même à la catégorie des lecteurs un peu naïfs et stupides, et je privilégie les auteurs et les livres qui descendent à mon niveau en me épargnant l'effort de me hisser au leur. L'Européen de souche italienne qui vous parle, l'italien que je suis et restauré dans toutes mes fibres jusqu'à mon dernier souffle de vie, a été ravi par la moisson d'écrivains de qualité qui ont récemment choisi de s'exprimer dans sa langue, la mienne, devenue la leur. De Nikolai Lilin, d'origine russe, à Ornella Vopsi, d'origine albanaise, qui écrit aujourd'hui également en français,
d'Herminia dell'Oro d'origine érythréenne à Graziella Germandi d'origine éthiopienne, d'Aliose Kuravic d'origine croate-slovène, à Pape Kouma d'origine sénégalaise, auteur en 2010 d'un roman-reportage poignant, Nous autres, noirs, italiens, et d'autres encore. Le cas qui m'a frappé en dernier est celui d'une autrice d'origine bengali et d'expression anglo-américaine, Jhumpa Lahiri, née en 1967, devenue traductrice et autrice également en italien dans sa seconde vie, c'est-à-dire son installation à Rome, après son installation à Rome en 2012. Déjà entre le bengali de sa souche familiale et l'anglais de ses premiers livres, l'effort d'adaptation exigeait un dédoublement considérable. Après quoi, elle a voulu relever ce défi encore plus exotique, écrire dans la langue de Dante. Jhumpa Lahiri a expliqué ce choix par la métaphore des portes qu'il faut ouvrir l'une après l'autre pour avoir accès à une langue lointaine de la nôtre et pouvoir l'assimiler comme si elle devenait nôtre. D'abord, la porte de la compréhension, de la syntaxe, de la grammaire, du lexique, de la prononciation, puis celle de la langue parlée, enfin celle de la langue écrite. Et là commence la véritable difficulté, car, je la cite, « à chaque fois, je crains que la prochaine porte sera cadenassée. » Écrire dans une autre langue remet en jeu l'angoisse que j'éprouve du fait d'être entre deux mondes, d'être tenu à l'extérieur, de me sentir seul et exclu. Ainsi, pour franchir la dernière porte, l'écrivain doit se transformer en cambrioleur, prêt à forcer la serrure qui lui résiste. C'est donc, par effraction, mais aussi par choix délibéré, qu'il ou elle entre dans l'univers de cette autre langue qui lui semblait inaccessible et qui de fait ne fera jamais que s'entrouvrir. Lorsque des amis italiens, dit Jhumpa Lahiri, me demandent « Pourquoi écris-tu dans notre langue ?» l'adjectif possessif souligne le fait banal mais douloureux que leur langue ne sera jamais véritablement la mienne. Cependant, réclame-t-elle, je ne veux pas vivre, je ne veux pas écrire dans un monde sans porte. Une ouverture inconditionnelle, sans complication, sans obstacle, ne me tente pas. Un paysage de ce genre, sans espace long, sans secret, sans la présence de l'inconnu, serait dépourvu de sens et d'enchantement. Vous me permettrez, mesdames et messieurs, de terminer cette conversation avec quelques propos qui me concernent. J'ai hésité à le faire. Les inclure dans un aréopage de ce genre pourrait paraître déplacé et prétentieux, mais les exclure ne permettrait pas de comprendre à quel point le thème de ce soir me tient à cœur. Je suis né à Londres et j'ai passé l'enfance entre Paris et Rome dans un milieu à la fois italien et international, mes parents ayant souhaité nous élever dans un contexte résolument européen, selon les propos de Gide que je citais au début. La passion des langues, j'ajouterai l'allemand également pratiqué à la maison, le russe et l'espagnol venu plus tard, s'est donc développée naturellement avec une rigueur sur laquelle veillait ma mère, institutrice de formation, là où dans l'enfance on tend à les superposer au risque, à l'âge adulte, de s'exprimer en plusieurs langues sans en posséder véritablement aucune. Ce multilinguisme, ou plurilinguisme de base, a été alimenté par une longue carrière effacée d'agent diplomatique. Les circonstances de la vie, la littérature française qui m'a nourri, enfin les sollicitations éditoriales.
éditoriales ont fait en sorte que je rédige actuellement mes livres en italien et ou en français, des articles et des conférences, surtout en anglais, et que je puisse suivre de près leur traduction en quelques autres idiomes. J'ignore si cela suffit à forger un meilleur écrivain, à mon modeste niveau et s'entend. Mais je sais que cela m'a donné un goût du large, un besoin d'entrouvrir de nouvelles portes, pour reprendre la métaphore de Jules Panahin, sans lesquelles l'écriture ne serait pas ce qu'elle est pour moi, et probablement je n'écrirai plus, en restant à l'écoute du pépiment matinal des oiseaux dans leur langue universelle d'avant et d'après Babel, qui ne me semble pas aussi insipide qu'à Françoise. Alors, l'ange gardien qui veille sur moi, en anglais depuis ma naissance, ne faut pas leur vouloir, me dira en souriant, la main sur l'épaule, « My boy, it's time to go ». Or, je souhaiterais dédier ces propos à celle qui nous donna si fortement le goût de la lecture, en attendant l'écriture, à ma sœur aînée et à moi, notre gouvernante, Madame de Souza. Je la revois toujours chapeautée, gantée, le plus strictement vêtue, enrubannée de velours, de laine tendre et de soie, un habillement qui ne variait pas été comme hiver, fleurant l'essence de rose musquée, le baume d'Algérie et le pain d'épices. Elle ne me plaisait pas, Madame de Souza. Oh, mais pas du tout. Je m'adonnais à écraser en cachette ses coiffures de champignons avec toilette, si elle les posait un instant sur un fauteuil ou le guéridon de l'entrée pour aller se poudrer, en accusant angéliquement ma sœur de l'avoir fait à la place. Je suppute avec un effroi attendri que Madame de Souza devait avoir alors à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui. Pendant les 6 inoubliables années de notre séjour parisien, le rituel ne changea presque pas. Elle déjeunait avec maman, mon père étant généralement retenu par ses obligations professionnelles, puis elle venait me chercher à l'école Montessori de la rue du Docteur Blanche, qui n'existe plus, je crois. Après quoi, nous partions en autobus, ce qui m'enthousiasmait, car je découvrais enfin la ville lumière, en direction du lycée italien, pour attendre ma sœur à la sortie des classes. Si des camarades l'embrassaient chastement sur les joues, en lui donnant rendez-vous à une boum du samedi, car Ildemmanuel a été très entouré, espiègle et joli, un gentil reproche de Madame de Souza ne se faisait pas attendre. Ma chère enfant, vous ne devriez pas permettre à ces jeunes gens de prendre de ces libertés. Votre réputation pourrait déjà en souffrir. De retour à la maison, elle veillait sur nos devoirs et nos lectures, et je conserve encore quelques volumes de ma bibliothèque, soulignée, ou de ceux qui en restaient dans les vicissitudes d'une existence difficile. Les lettres de Montmoulin et le général Joachim, mais aussi Don Quichotte, les voyages de Gulliver, Oliver Twist, car elles nous ouvraient toutes grandes une première fenêtre sur le monde. J'appris plus tard qu'elle avait jadis gagné sa vie comme interprète et traductrice. Je crois également de la française. Les livres étaient enrichis de dédicaces à ma sœur, longues parfois d'une page, dans sa belle écriture soignée. Le joli mois de mai, avec son blanc muguet, nous révèle une jeune fille, qu'il me soit permis de lui donner un doux baiser pour lui souhaiter tout le bonheur qu'elle mérite. Nous allions nous coucher et elle dînait avec mes parents s'ils ne sortaient pas en ville avant de regagner à 21h pile l'établissement religieux qu'il hébergeait au coin de la rue de la Source. Des anecdotes la concernant
sont restés légendaires dans notre petite saga familiale. Un soir où maman était en visite chez ses sœurs à Milan, mon père, très bel homme auquel, il est vrai, la compagnie féminine jamais ne déplut, invita Madame de Souza à partager quand même son dîner. Il en fut pour sa peine, car interloquée rouge comme une tomate, elle lui répondit vertueusement « Monsieur, vous n'y songez pas, que diraient les voisins ?» Elle s'est éteinte peu après notre départ pour Rome, où maman lui avait promis qu'elle nous aurait rejoints une fois la famille installée. Madame de Souza l'embrassa en silence une dernière fois, et c'est le seul mensonge convenu ce fut le seul mensonge convenu entre ces deux femmes qui s'aimaient. Ce monde qui n'est plus prêt à sourire, et nous sourions, ne devrait-il pas nous arracher aussi une petite larme de regret pour des valeurs plus désuètes en apparence qu'elles ne furent en réalité? Certes, se tourner excessivement vers le passé peut nous transformer en statue de sel. D'où la boutade attribuée à D'Annunzio, découvrant la grande œuvre de Proust sur le tard. Et enfin, per Bacco, s'il est perdu tout ce temps-là, pourquoi partir à sa recherche? Et cependant, je pense à vous ce soir, chère Madame de Souza, dont le prénom si évocateur était Madeleine, pour vous dire notre affection et notre reconnaissance. Vous fûtes, pour Emmanuel, qui vous a trop tôt rejoint quelque part dans les sphères célestes, et pour moi, qui demeure encore provisoirement ici, la Vestale du royaume des livres, et surtout la première incarnation de la beauté et de la beauté pérenne de la France. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. On va faire passer le micro. Voilà, monsieur. Monsieur Maurizio Serra, buonasera. Ho l'impressione molto forte che questa sera voi avete parlato anche di me. La ville où je suis né, c'est plus qu'une ville. La ville où je suis né, c'est un pays. Je ne suis pas italien, je suis napolitain. Et dans mes veines coule la lave du Vésuve. Gare de Lyon à Paris, toi qui m'as vu arriver il y a si longtemps, reconnais-tu le jeune homme que j'étais? Et dans mes bagages, je n'avais aucun mot de la langue de Molière. Parfait. Merci, monsieur Maurizio Serra. On vous attend à une prochaine série de conférences. Je vous attends à la prochaine élection pour l'Académie française. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je voudrais savoir, permettez-moi, comment différentes langues ont participé à la création de votre style. Comment ça s'est épuré et défini, quelque chose de très personnel. Merci. Comment c'est devenu propre pour vous? Merci. Ah oui, je vous remercie beaucoup de cette question. C'est une question à poser à des auteurs beaucoup plus importants que moi. En ce qui me concerne, simplement, il est vrai que j'essaie, soit en auto-traduisant, soit en vérifiant les traductions qui sont faites, de faire en sorte que les tournures
qui ne passent pas nécessairement d'une langue à l'autre. Je ne parle pas seulement des citations. Par exemple, il y a des citations qui ont un sens pour un public français, mais qui ne l'auraient pas pour un public d'un autre pays, parce qu'elles sont très liées aux racines, aux sources de ces citations. Donc, il faut simplement essayer de faire un passage d'une langue à l'autre qui soit toujours dans l'intérêt de la compréhension du lecteur. Je pense que c'est essentiel pour un auteur, qu'il soit un écrivain de création, ou qu'il soit historien ou biographe. On a le lecteur en face, pas les lecteurs, le lecteur, la lectrice, et c'est ça qui doit nous occuper. Antoine. Tu as utilisé cette belle métaphore des portes qui sont toujours fermées, donnant à l'écriture dans une autre langue que la sienne une image d'obstacle, plutôt que de grande liberté que l'on peut trouver à se débarrasser de sa langue maternelle pour écrire dans une autre langue, de joie, d'allégresse, comment dire, de se débarrasser de toute la pesanteur de la langue maternelle pour vraiment se révéler. Peut-être que c'est ce qui s'est passé pour Conrad ou pour Beckett, que tu n'as pas cité, se débarrasser de sa langue pour conquérir une liberté qu'on n'a pas dans sa langue maternelle avec toute l'épaisseur de ce qu'elle peut représenter. Oui, alors, pardon d'abord, je m'excuse, évidemment, d'ailleurs mon texte est beaucoup plus long, mais enfin, je ne voulais pas être trop détesté par toutes et tous ce soir, donc je l'ai abrégé. Et il y avait évidemment d'autres auteurs dans mon réservoir. Mais alors, j'ai essayé d'étudier cette chose dans un essai un peu plus long, c'est-à-dire il faut, quand on parle de langue maternelle et de langue d'expression, c'est différent. Chacun est un cas vraiment en soi. Conrad n'avait jamais écrit en polonais. Donc on peut parler d'une langue maternelle qui était la sienne, dans laquelle il se parlait, il parlait à ses enfants, de leur âge d'enfant. Mais sa langue d'expression était l'anglais en tant qu'écrivain. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas un écrivain multilingue. Beckett fait des allers-retours entre le français et l'anglais jusqu'à la fin de sa vie. À mon avis, il reste incompréhensible dans les deux langues, c'est autre chose. Mais on a bien le droit de le faire. Ionesco, prenons les grands Roumains de Paris, le quatuor des grands Roumains. Ionesco, qui était le seul qui était déjà à Paris avant la Deuxième Guerre mondiale, n'écrira plus, que je sache, en roumain. Et de même Sion, qui avait déjà une production assez importante dans son pays d'origine. Eliade, lui, est un cas vraiment d'espèce parce qu'il a écrit jusqu'à la fin et continué d'écrire selon les pans de son œuvre dans différentes langues. Donc il écrit ses essais scientifiques en français ou en anglais après qu'il est à Chicago. Il continue d'écrire son œuvre littéraire et son journal en roumain, et puis il donne des conférences dans les langues des pays où on l'invite, notamment en allemand. Je trouve qu'il y a un autre cas qui me tient à cœur, c'est le fameux concours manqué, ou plus que manqué, je veux dire, le concours censuré de Vintilaur, un autre grand écrivain roumain de Paris, qui avait commencé en espagnol dans l'exil en Espagne à écrire son chef-d'œuvre Dieu est né en exil, l'a continué et l'a publié à Paris, après quoi une hideuse campagne de calomnie a fait en sorte qu'on lui donne un concours et puis on le lui retire. Voilà, donc je pense que vraiment il y a dans cette maternité de la langue est un concept qu'on doit voir selon ceux qui a vraiment fait naître l'écrivain ou l'écrivaine. Et puis quelle langue, parce que Joe Palaïni me disait la seule fois où nous nous sommes rencontrés que par exemple elle n'écrivait pas en bengali parce que le bengali qu'elle connaissait était le bengali là on revient quand de son enfance. Donc elle s'exprimait en anglais, mais dans l'anglais matiné de bengali des familles qu'elle avait croisées. C'est une très vaste galaxie anti-Babel et
et c'est la raison pour laquelle je souhaitais en donner ce soir quelques